Ok, donc si on observe un ECP sur culture cellulaire, on a une indication, on a un moyen de détecter la présence d'un virus. Et puisque certains ECP sont plus ou moins spécifiques de certains types de virus, la nature de l'ECP est un élément, plutôt une indication d'orientation sur une identification d'un virus. Mais comment on peut quantifier les virus présents dans un échantillon avec un test sur des cellules? Pour les virus lytiques, on peut quantifier le nombre de particules virales infectieuses par un test de plage de Lise. Et pour cela, on va prendre notre échantillon, on va le préparer une série de dilutions en cascade de 10 en 10. On va inoculer, par exemple, bonjour, 1 ml de chaque dilution sur les cellules en monocouche. On va laisser adhérer le virus sur des cellules pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ensuite, on retire notre inoculum et on recouvre les cellules par de l'agarose dans un milieu nutritif, dans un milieu de culture. On met en culture plusieurs jours et quelques jours après, on va observer si on voit à l'œil nu des plages de Lise. Donc on peut observer quelque chose comme ça avec lorsque l'inoculum est peu dilué, toutes les cellules sont infectées et lisées. Ici, j'ai beaucoup de cellules lisées. À la fin, mon inoculum est tellement dilué, il n'y a plus aucune particule virale infectieuse dans ce que j'ai mis sur les cellules. Donc toutes les cellules restent vivantes. Et si on a de la chance, à un moment donné, je vais avoir un puits où j'ai un nombre dénombrable de plages de Lise. Ici, j'ai donc 6 plages de Lise à ma dilution 10 puissance moins 5. Donc, j'ai 6 fois 10 puissance 5 unités formant plage par ml dans mon inoculum initial. Et les plages de Lise apparaissent parce que si j'ai une particule virale infectieuse ici, elle va infecter une cellule à jour 0. Ensuite, 2 ou 3 jours plus tard, la cellule infectée va libérer des particules virales qui vont infecter toutes les cellules autour. Et petit à petit, ces cellules qui sont à proximité seront lysées. Et on voit la plage de Lise à l'œil nu. Donc ça, c'est bien parce que on peut quantifier le nombre de particules virales infectieuses dans mon inoculum. Et c'est aussi très important parce que c'est quelque chose qui a permis de purifier des virus. En bactériologie, une chose qui est importante, c'est de travailler sur une colonie isolée pour avoir une souche bactérienne pure. Et en virologie, le test de plage de Lise, c'est la même chose. Parce que si j'arrive avec une pipette Pasteur en verre, et je le plonge dans mon agarose ici, là où j'ai la plage de Lise, je vais prélever une carotte d'agarose qui va être remplie de virus. Et toutes ces particules virales dans cette carotte vont être dérivées du même clone viral, de la même particule virale infectieuse qui avait infecté une seule cellule au début. Donc je peux travailler avec une population virale qui est pure. Donc, la plage de Lise, c'est un peu l'équivalent de la colonie en bactériologie, d'accord? Donc, en termes de quantification et aussi pour l'utilisation pour purifier des souches de virus. Et si on veut être vraiment certain, on prend les virus que j'ai dans ma plage de Lise et je refais une purification en plage de Lise. Donc, les souches de référence, souvent, ont été purifiées sur 2 ou 3 passages en plage de Lise pour être sûr qu'on ait une population pure. Ok, donc ça marche, c'est très très utile, mais ça marche pas pour tous les virus. Parce que tous les virus ne provoquent pas une lyse dans les cellules infectées. Alors, une autre alternative à la quantification en plage de lyse, c'est ce qu'on appelle la technique de TCID50, de dose infectieuse en culture tissulaire 50. Cette fois-ci, on va
recommencer un peu pareil, c'est-à-dire on va préparer une série de dilutions en cascade de notre inoculum. Et cette fois-ci, au lieu d'inoculer un seul puits à chaque dilution, là, on va inoculer 6 puits à chaque dilution dans une plaque. Je mets ça en culture et puis ensuite, je vais regarder en microscope et je vais identifier si tel ou tel puits montre un effet cytopathogène, oui ou non. Donc, lorsque mon inoculum est peu dilué, tous les 6 puits sur 6 montrent un effet cytopathogène. Lorsque j'ai beaucoup dilué mon inoculum, il n'y a plus aucune particule virale infectieuse qui reste ici, donc j'ai 6 puits sur 6 où les cellules sont parfaitement saines. Et donc, mais on voit qu'à une certaine dilution, je vais avoir une transition de tout infecté à zéro infecté avec une partie des puits qui sont infectés et une autre partie qui reste non infectée. Et c'est ça qui va me permettre de tracer ce type de courbe avec la proportion de puits infectés en fonction de la dilution. Et mon TCID50, ça va être la dilution qui permet d'infecter 50% des puits. Donc ici, mon interception ici sur le graphe, ça c'est mon facteur de dilution, donc dilué au centième, au millième, 10 millième, 100 millième. Donc j'ai mon intercept ici qui est à 3 fois 10 puissance 5. Et ça veut dire que j'ai 3 fois 10 puissance 5 TCD50 dans le volume que j'avais inoculé dans les puits. Mais j'ai inoculé que 0,1 mm, donc ça me donne un titre final de 3 fois 10 puissance 6 TCD50 par ml. Donc ça, le TCD50, c'est une autre mesure du titre infectieux présent dans une préparation de virus. Alors, connaître le TCD50 ou le titre en PFU par ml, c'est très important à chaque fois que l'on veut lancer des infections en culture cellulaire et contrôler ce qui se passe. Parce que si on veut avoir des résultats reproductibles, on doit toujours travailler à ce qu'on appelle une multiplicité d'infections constante. Donc la multiplicité d'infections, ou MOI, c'est le ratio entre le nombre de particules virales infectieuses et le nombre de cellules que l'on va infecter. Donc ici, j'ai illustré, j'ai 4 particules virales infectieuses et j'ai 4 cellules. Et lorsque je mets 4 particules virales infectieuses sur 4 cellules, j'ai une sorte d'interaction aléatoire entre chaque particule virale et chaque cellule. Donc de temps en temps, je vais avoir une cellule qui se fait infecter par 2 particules virales à la fois, et j'aurai de temps en temps des cellules qui restent non infectées. Un MOI égale à 1. Alors, si j'ai un MOI égale à 1, j'ai une proportion significative, minoritaire, mais néanmoins significative, qui n'est pas infectée. Et si je veux infecter toutes les cellules dans le puits, je vais devoir utiliser une MOI supérieure ou égale à 5. Alors, à des MOI faibles, 0,1, 0,01 ou des choses comme ça, on peut considérer que en moyenne, la MOI est égale à la proportion de cellules infectées. Donc, si j'ai une infection à MOI de 0,01, je peux considérer approximativement que j'ai 1% des cellules dans le puits qui vont être infectées. Alors, pourquoi ça c'est important? C'est parce que... Ah oui, ok, je vais dire ça. On va faire ça après, mais d'abord je vais expliquer pourquoi c'est important de faire ça. Parce que selon la manip que l'on veut faire, on aura besoin d'une MOI faible ou une MOI forte. Donc si on veut faire pousser le virus et amplifier le stock de virus, je veux utiliser une MOI faible. Donc je veux récupérer plus de virus à la fin que ce que j'ai mis au départ. Donc je mets peu de virus, beaucoup de cellules. Et donc on aura plusieurs cycles de réplication et mon virus va s'amplifier dans la culture.
Donc ça, c'est utile aussi si on veut analyser la croissance virale sur plusieurs cycles de réplication, c'est-à-dire que si on veut identifier des médicaments antiviraux. Donc je vais utiliser un faible MOI, je vais inoculer les cellules avec un virus à un faible MOI, je vais suivre dans le temps en l'absence ou en présence de mon inhibiteur. Donc ça va être bien de faire des manips avec une faible MOI pour ce type de manip. En revanche, si je veux analyser en détail les étapes d'un seul cycle de réplication, je veux être sûr que toutes les cellules que j'analyse ont été infectées au même temps. Et pour synchroniser les infections, on utilise une MOI forte. Donc pour ce type de manip, si je veux faire une suivi sur un cycle de réplication seulement, je vais utiliser une MOI de 5 ou de 10. Je mets les cellules en contact avec le virus pendant 1 heure, 2 heures. Ensuite, je lave, je remets du milieu sans virus et je suis ce qui se passe. Et je sais que toutes les cellules ont été infectées pendant ce laps de temps de 1 heure ou de 2 heures. Donc, j'ai synchronisé mes infections. Donc ça, c'est important. Alors, donc ça, c'est la raison pour laquelle cette histoire de MOI est importante. Et c'est un truc qu'on va faire en TP. Donc, c'est important que tout le monde comprenne ça et comment on calcule la MOI. D'accord? C'est pour ça qu'on vous allez faire, ou je vous propose de faire, c'est 2 exercices. OK? Donc, je vais ouvrir le... Attention, attends que j'ouvre ma doc, mais entre-temps, vous pouvez voir si vous comprenez au moins l'énoncé. Et sinon, discutez avec le voisin ou la voisine. Ah, OK. Et moi aussi, je dois aller regarder pour voir si j'ai quelle est la bonne réponse. OK. Est-ce que tout le monde a compris la question là? Non? Il faut se référer à quelle est la définition de la MOI. La définition de la MOI, c'est le rapport entre le nombre de particules virales et le nombre de cellules. C'est ça l'information essentielle pour répondre à la question. N'hésitez pas à discuter entre vous parce que je comprends que ce calcul, il n'est pas facile à saisir comment il faut le raisonner. D'accord? Donc si vous discutez entre vous, ça va peut-être aider. Pour l'instant, j'ai une réponse qui a été envoyée.
Attends, est-ce qu'il marche mon truc là? Il marche là le... Non? Ah, ok, c'est pour ça. Ah oui, j'ai pas appuyé sur commencer, excusez-moi. Ah, il faut pas hésiter de me dire, hein. C'est bon? Oui, ça marche. Ah, c'est souvent ça. Ok, on va voir les réponses là. Ok, les réponses envoyées, c'est ça. Ok. Alors, consensus sur le fait que 1 million, c'est pas la bonne réponse. Ça, c'est la réponse minoritaire. Effectivement, c'est pas la bonne réponse. Mais les trois autres, bah, ça c'est quoi? 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes, c'est à peu près la même chose. Alors, je vais vous dire que la bonne réponse, c'est B. 1 fois 10 puissance 5. Alors, pourquoi ça c'est la bonne réponse? Parce que le truc où on se trompe, là où on se trompe, c'est de imaginer qu'il y a une histoire de concentration dans la question. Et l'information qui est redondante et qui vous induit en erreur, c'est que le volume est évoqué ici. Donc en fait, c'est ça qui fait penser qu'on doit utiliser cette information. Mais en réalité, ce ne doit pas rentrer en compte dans le calcul. Pourquoi? Parce que la définition de la MOI, c'est le ratio entre le nombre de TCID 50 et le nombre de cellules. Donc la MOI en unité, c'est quoi? C'est TCID 50 par cellule ou PFU par cellule. Il n'y a pas de volume qui entre ici, c'est pas par ml. D'accord? Donc cette information-là, elle est là pour vous induire en erreur. C'est vrai, c'est pas innocent. Mais il faut ignorer cette information. Donc les deux seuls éléments d'information qui sont importants ici, c'est que j'ai 1 million de cellules et je veux une MOI de 0,1. Donc je veux 10 fois moins de particules virales que j'ai de cellules. C'est pour ça que c'est 1 fois 10 puissance 5. Ok, est-ce que tout le monde a compris ça? Parce que ça, c'est la première chose que vous allez faire en TP. D'accord? Donc c'est un truc, il faut faire ce calcul et faire les dilutions adéquates, etc. Alors, une fois qu'on a raisonné ça, je veux 100 000 particules infectieuses, 100 000 TCD50 dans mon puits. Si j'ai mon stock qui est à 5 fois 10 puissance 7 TCD50 par ml, quel volume dois-je ajouter sur mes cellules pour obtenir les MOI que je veux? Et là, encore, on a quelques suggestions. Et on a retenu que la quantité que je veux, fois 10 puissance 5. Donc, autrement dit, quel volume de ce stock contient 1 fois 10 puissance 5 TCD 50? Oh, il faut que j'active la question. J'étais tellement occupé à essayer de comprendre la réponse moi-même que j'ai oublié de le faire. Ok, normalement, le QR code est activé. Là. Ah, sauf qu'il n'est pas affiché. Excuse-moi. Oui. Ok.
Oh, on est long, on est long. Ah, ok. Ah, j'ai pas eu beaucoup de réponses là, mais oh, mais attends, mais il était. Ah, attends, c'est bizarre. Il était. Désolé, désolé. Allez, ça remarche. Allez, ça marche. Excusez-moi. Ok. Là, ça va mieux. Ouais, c'est bien. Ok. Ok, c'est bien. Ok. Réponse majoritaire, demi-colite, c'est la bonne réponse. Ok. Donc, très bien. D'accord? Donc, pour ce type de calcul MOI, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Combien je veux de TCD50 et ensuite j'utilise la concentration de mon stock pour calculer le volume que je dois pipeter. Donc, n'oubliez pas, chaque fois que vous avez un truc comme ça à faire, les unités peuvent vous aider. Moi, je raisonne comme ça. À la fin, je veux un truc en ml. Donc, je divise quoi par quoi? Je divise ça par ça. Ça me donne 1 fois 10 puissance 5 divisé par 5 fois 10 puissance 7. Et si on fait ça, ça me donne 0,002 ml. Donc 2 microlitres. Ok, c'est bien. Tout le monde sait faire ça. Et en TP, ça va être fait comme ça. Ok. Sauf que avec un bruit qui se produit en réalité. Il faut imaginer. Ok. Donc on a vu pourquoi c'est important. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire sur les techniques, de quantification de virus par la culture cellulaire. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est de détecter, identifier et quantifier des virus par les techniques d'immunochimie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va détecter la présence d'une protéine, d'un antigène viral, par des anticorps qui sont spécifiques à cette protéine virale. Donc, une technique classique, c'est une ELISA de capture, c'est-à-dire que bon, on va avoir deux anticorps différents qui reconnaissent des épitopes distincts sur ma protéine virale, un anticorps de capture sur la phase solide, l'antigène viral qui va se fixer dessus, et je reviens avec un anticorps de détection qui va me permettre de détecter un signal. Donc, ça, on peut avoir ce type d'analyse en ELISA, que ce soit qualitatif ou quantitatif. Qualitatif, on va avoir présence-absence. Quantitatif, on va avoir une gamme de standards avec l'antigène viral en quantité connue. Et sur l'échantillon que l'on analyse, on va pouvoir interpoler la valeur que l'on obtient pour obtenir une valeur quantitative. Dans ce cas-là, les unités vont être en nanogrammes ou en picogrammes par ml d'une protéine virale particulière. Et donc, ce type de technique, on peut les utiliser pour
quantifier combien j'ai produit de virus en culture cellulaire. Les techniques d'immunofluorescence, ça peut être utilisé pour confirmer qu'un effet histopathogène est provoqué par tel ou tel virus. C'est pas une ELISA, mais c'est une autre technique immunochimique pour détecter la présence spécifiquement d'antigènes viraux. Et éventuellement, on peut aussi quantifier la charge virale in vivo, chez un animal ou chez une plante infectée. Mais ça, c'est un peu dépassé par la biologie moléculaire. Donc, tout ce qui est quantification in vivo, ça passe par la PCR quantitative maintenant. Alors, une des limitations ici, c'est que si on détecte la présence de protéines virales, ce n'est pas obligé qu'on a un virus infectieux. Donc, on peut avoir un échantillon qui est positif en ELISA, mais qui n'est pas infectieux. Donc, ça, c'est en quelque part, c'est un avantage et un inconvénient et un avantage à la fois. Car souvent, dans les kits de dépistage ou de détection qui fonctionnent sur la détection d'antigènes viraux, la première étape, c'est de reprendre l'échantillon dans un tampon qui va libérer des particules virales et inactiver le virus. Donc à partir de cette étape-là, le reste de l'analyse n'est pas dangereux pour le technicien qui va le faire. Donc ça, c'est un avantage parce qu'à partir de cette étape-là, on peut les techniquer sur la paillasse, sans protection particulière. Alors, une autre application, c'est bien sûr les tests de antigénémie en test rapide. Alors, est-ce que vous avez vu ça en immuno? Comment ça fonctionne ce type de test? Qui dit oui? J'ai vu ça. Qui dit non, on n'a pas vu ça. Ok, ça me plaît parce que ça veut dire que. Alors, tout le monde a fait ça là avec le Covid. C'était tout le monde a enfoncé le petit truc dans son nez et puis mis dans le petit tubule et puis mis la goutte sur la barrette. Alors, tout ce qu'on voit là sur le petit truc en plastique, on voit un petit bout de un petit panel avec une ligne qui apparaît ou pas. Donc, ce que l'on a sous le plastique, si vous les enlevez, si vous démontez le truc là, vous allez voir que vous avez une sorte de petite barrette en nitrocellulose blanc qui est comme ça. Donc on dépose l'échantillon, l'analyte ici, et les lignes de détection que l'on voit, c'est à l'autre bout de la barrette. D'accord? Donc notre échantillon, l'analyte, va d'abord, donc il va petit à petit monter sur la barrette par capillarité. Donc, ce qui est présent, les particules virales éventuellement qui sont présentes dans l'échantillon, vont rencontrer les différents produits qui sont déposés sur la barrette à différents endroits. Il va les rencontrer les uns après les autres, parce que le flux capillaire va les emmener d'abord ici, ensuite là-bas et ensuite là-bas. OK? Donc, la première chose que nos particules virales vont rencontrer, ce sont des anticorps spécifiques d'une protéine virale qui sont conjugués avec des nanoparticules. Le plus souvent, c'est en or. Des fois, c'est en carbone, des fois, c'est en autre chose, mais souvent, c'est en or. Et donc, on a des complexes de particules virales ou protéines virales avec des anticorps et avec des nanoparticules d'or. Ensuite, on va rencontrer une ligne d'anticorps qui sont spécifiques de notre épitope sur la protéine virale, qui sont immobilisés. Et cette ligne d'anticorps va capter les particules virales si elles sont présentes, ensemble avec des nanoparticules d'or. Et le fait de concentrer les nanoparticules d'or sur une petite ligne va les rendre visibles. D'accord? Elles sont toujours présentes un peu sur toute la barrette, mais on ne le voit pas parce que, ou alors on le voit indistinctement, c'est une sorte de fond mauve, mais pas très très intense.
Mais le fait de les coller sur la ligne va concentrer les particules et c'est ça qui donne la couleur que l'on voit à l'œil. Et en fait, à la fin, ce qu'on a, c'est des anticorps spécifiques des immunoglobulines qui va capter les anticorps qui étaient ici, si elles sont couplées avec un antigène ou pas. Et ça, c'est notre ligne de test. Alors, à chaque fois que j'ai fait un test comme ça, je me dis, mais c'est magique, c'est complètement fou. On a le résultat, mon virus, il est présent et on le voit en 2 ou 3 minutes, mais c'est incroyable. Donc, c'est une vraie avancée technique. Et ça marche parce que, et les avantages, c'est que c'est rapide. On a la réponse presque immédiatement. Les trucs, on peut les acheter, on les ramène chez soi, on les garde dans le placard et c'est encore bon 6 mois plus tard. Parce que les anticorps lyophilisés sont très stables. C'est pas des réactifs périssables et on n'a pas besoin d'une machine ou d'un équipement particulier pour lire le résultat. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Mais un des problèmes, c'est que, bon voilà, donc ils étaient développés même il y a 10-15 ans pour dépistage rapide du virus de la grippe. SARS-CoV-2, Covid-19, c'est vraiment ce qui a totalement dopé la vente de et le développement de ce type de produit. Ils existent également pour détecter tout un tas de virus pathogènes chez les animaux et chez les plantes. Et là, l'avantage, c'est que l'agriculteur peut aller tester ses propres plantes lui-même avec un kit pour savoir si j'ai tel ou tel virus. Ou un veto, il peut emmener des kits avec lui, tester chez l'animal. Donc le fait d'avoir une réponse rapide sans envoyer au laboratoire d'analyse, c'est un avantage. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Oui, donc on a des kits, les tests monovirus, mais on a aussi un certain nombre de produits qui peuvent tester et détecter la présence de différents virus. Donc celui-là, c'est un virus de la grippe et SARS-CoV-2. Et j'ai aussi vu l'existence de kits avec 3 barrettes différentes avec SARS-CoV-2, grippe et virus syncytial respiratoire. Alors, une des questions, c'est quelle protéine virale est détectée par ces kits? Donc ça, c'est notre particule virale de SARS-CoV-2. Tous les coronavirus ont le même type de structure. On n'a que 4 protéines virales dans la particule. La protéine de spike à la surface, la nucléocapside à l'intérieur, autour de l'ARN viral, et 2 protéines membranaires. Et... Oh, damn it! Ah, je pensais qu'il y en allait avant une question. Là. Donc, bon, ok. Bon, je vous donne une réponse. Ce ne sera pas un truc question-réponse. Alors, dans tous ces kits-là, l'antigène qui est privilégié, c'est la détection de la nucléocapside. Pourquoi? 2 raisons principalement. Parce que c'est la protéine qui est présente dans le plus grand nombre de copies dans la particule virale. On va avoir quelques milliers de copies de la nucléocapside, je ne sais pas moi, peut-être quelques centaines de copies de la protéine spike. Et beaucoup moins de ces 2 autres protéines membranaires. Donc notre test, il sera plus sensible si on cible l'antigène qui est présent dans le plus grand nombre de copies. L'autre raison pour laquelle on utilise la nucléocapside, c'est qu'elle est beaucoup moins variable que la glycoprotéine spike. Si vous avez suivi le SARS-CoV-2, vous savez que le virus persiste parce que c'est des nouveaux variants qui émergent, qui ont incorporé des mutations dans la glycoprotéine de spike qui permet au virus d'échapper aux anticorps, à la réponse immunitaire de la population. Donc, la glycoprotéine de spike évolue relativement rapidement. La nucléocapside évolue beaucoup moins rapidement. Donc, elle est plus stable dans le temps. Donc, c'est une autre raison pour cibler cet antigène. OK. Donc, quelle est la sensibilité de ces tests? Donc, il y a eu pas mal de publications avec la pandémie pour
comparer différents produits pour savoir si tel ou tel produit est plus ou moins efficace qu'un autre. Et ici, c'était une des publications en 2020 que j'avais regardé à l'époque. Et globalement, selon le produit, et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont préparé différentes préparations de virus purifiés à différentes quantités qu'ils connaissaient. Et ils ont dit, OK, est-ce que mon kit est capable de détecter, donner un résultat positif pour telle ou telle concentration de virus? Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu identifier le LOD, le Limit of Detection, le limite de détection, soit en TCD50 par ml, testé en culture cell, donc un titre infectieux, soit en copie d'ARN viral par ml. Donc, on voit qu'une barrette, là, un test rapide, est capable de détecter ou donner une réponse positive si on a 100 à 1000 TCD50 par ml. Ça, c'est quand même pas mal parce que le volume qu'on teste, c'est pas 1 ml. On va tester quoi? 50 microlitres ou un truc comme ça? Sur une goutte? Sur notre barrette? Donc, on est en train de détecter la présence de peut-être 20 ou 200 particules virales infectieuses. Donc, la sensibilité, elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais ça correspond à 100 000 à 1 million de copies d'ARN viral. Donc, ça, c'est pour. Donc, on a une sensibilité qui est pas mal, mais c'est la raison pour laquelle on peut avoir un test antigénique rapide négatif, mais être quand même infecté. Parce que la limite de détection n'est pas si sensible que ça. Ce qui est le plus sensible, ça va être la PCR. D'accord? Parce qu'on peut détecter jusqu'à 1000 copies par ml ou 200 copies par ml, quelque chose comme ça. Alors, donc, le truc, c'est ce que tout le monde dit, les tests antigéniques rapides sont très spécifiques parce que la spécificité des anticorps est très bonne. Donc, un résultat positif, on peut faire confiance, mais la sensibilité est pas si bonne que ça. Donc, on peut avoir un test faux négatif, c'est-à-dire un test qui est négatif, mais on est réellement infecté. Alors, une autre application de l'immunochimie à la virologie, ce sont les tests sérologiques, c'est-à-dire on veut tester si dans le sérum d'une personne ou d'un animal, on a la présence des anticorps spécifiques de tel ou tel virus. Et dans ce cas-là, si on est sur un plan ELISA, on va immobiliser l'antigène viral sur la phase solide. On veut mettre dans l'analyte les anticorps du sérum de la personne que l'on va détecter par un anticorps secondaire. Et donc là, on va les utiliser avec les tests de dépistage. Tests de dépistage pour le VIH, pour l'hépatite B, des choses comme ça. Tout ça, c'est basé sur la détection d'anticorps spécifiques du virus. Donc, dans les études épidémiologiques, souvent, on va lire quelle proportion de la population est séropositive pour tel ou tel virus. Et ça veut dire qu'on a fait un test un peu de ce type. Donc, lorsqu'on est séropositif pour un virus, ça ne veut pas dire que le virus est encore présent. Ça dépend du virus. On peut être séropositif pour le virus de l'hépatite B et avoir été infecté dans le passé, mais avoir éliminé le virus. Mais si on est séropositif pour le VIH, c'est un virus persistant, latent, on va être séropositif et le virus sera encore présent si on n'a pas un traitement antirétroviral. Alors, une des questions avec la sérologie, c'est de pouvoir distinguer les individus qui ont été, ou les animaux qui ont été vaccinés et des individus qui ont été infectés par le passé. Ouais, donc comment savoir par sérologie SARS-CoV-2 si quelqu'un a été infecté ou vacciné? Pas évident ça. Alors, si j'étais infecté,
ce qui est le cas. En gros, si on est infecté, on développe des anticorps contre toutes les protéines du virus. Donc, je vais être positif, séropositif pour des anticorps contre la spike et pour des anticorps contre la nucléocapside. Quelqu'un qui a été vacciné mais pas infecté sera séropositif pour quel antigène? Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin, c'est ça la question, en quelque sorte. Ok. Oui. Oui, vous avez raison. Donc tous les vaccins contre SARS-CoV-2 sont basés sur la glycoprotéine de spike, que ce soit sous forme de protéines recombinantes ou de ARN messager. Donc lorsqu'on est vacciné, on est séropositif pour l'antigène S, mais pas pour le nucléocapside. Donc c'est avec ce type de raisonnement, on peut, dans certains cas, distinguer si quelqu'un a été vacciné ou infecté. Et on a la même chose pour l'hépatite B, par exemple. Ok, donc ça, ce sont des techniques immunochimiques. Alors le dernier, c'est la détection. Oui. Ok. Donc pour une réexplication, si on est infecté, on est en contact avec les particules virales en entier. D'accord? Donc on va développer des anticorps contre toutes les protéines de la particule virale. Donc on va être séropositif pour la spike et pour la nucléocapside. Mais dans les vaccins, comme le vaccin de Pfizer, là, on nous injecte soit une protéine recombinante, soit l'ARN messager codant uniquement pour la spike. Donc on va développer des anticorps contre la spike et pas contre la nucléocapside. Donc ici, si je suis infecté, je vais être plus. Si je suis vacciné, je vais être plus-moins. Et ça, on peut si on teste les deux, on peut le savoir, ça. Ah, je vous en prie. Ok. Donc, la dernière technique pour détecter et quantifier les virus. Oh non, j'ai une autre question. La question, c'est est-ce qu'il y a des vaccins qui permettent d'avoir des anticorps contre nous? Les vaccins basés sur le virus inactivé utilisé en Chine, oui, on va développer une réponse sérologique complète. Mais c'est pas pour ça que ça va être plus efficace. Donc oui, certaines, ou alors les vaccins qui sont basés sur les virus atténués, comme le vaccin contre la rougeole, on va développer une réponse anticorps contre toutes les protéines du virus. Mais dans ce cas précis, pour le SARS-CoV-2, le vaccin est basé sur une seule protéine virale. Donc on développe des anticorps contre cette protéine et pas les autres. Okay. On est en train de marcher sur les plates-bandes de l'immunologie là. Faut arrêter ça. Hein. Donc, dernière technique pour détecter et quantifier les virus, ce sont des techniques de biologie moléculaire et notamment la PCR, qui va nous permettre de détecter soit l'ARN ou l'ADN viral. Pour l'ARN viral, on va faire une RT-PCR parce qu'il faut d'abord transcrire l'ARN viral en ADN complémentaire avant de lancer notre PCR. Mais dans les deux cas, on peut faire des PCR quantitatifs qui vont nous permettre de quantifier le nombre de copies d'ARN ou d'ADN viral par ml dans un échantillon. Que ce soit le sang, le salive, ce qu'on récupère sur un écouvillon dans le nez, liquide céphalorachidien, lavage broncho-alvéolaire, etc. Donc ça existe pour le VIH, le virus d'hépatite C, SARS-CoV-2 et aussi pour des applications en agroalimentaire.
des virus comme les norovirus peuvent être portés par des fruits de mer, donc on peut les détecter par une PCR, une RT-PCR, vu que c'est un virus à ARN. Alors, l'avantage ici, c'est que bon, on n'a pas besoin de cultiver le virus. Donc, même un virus qui est impossible, voire très très difficile à cultiver en culture cellulaire, comme les papillomavirus humains, très très difficile à cultiver, on peut détecter une charge virale et le quantifier parce qu'on n'a pas besoin de le mettre en culture. Donc là, en quantification, la mesure, ça sera, ou l'unité de mesure, ça sera en nombre de copies génomiques par ml. Ah, la dernière chose, ouais, la dernière nouveauté en détection par biologie moléculaire, ce sont les kits d'amplification isothermique. Je ne vais pas tarder trop longtemps, je ne vais pas passer plus de temps avec ça, c'est juste que faut-il savoir? Avec un savant choix astucieux d'amorce et d'une polymérase à ADN qui est très particulier, on peut obtenir une amplification du nombre de copies avec un système isothermique. Avec la PCR, on a 3 paliers de température pour la déshybridation, l'annealing et l'élongation par la polymérase à ADN. Donc les systèmes d'amplification isothermique, on a un peu ces différentes étapes qui peuvent se faire à une seule température. Et donc, si ça vous intéresse, vous allez devoir aller sur le site de New England Biolabs qui va vous expliquer comment ça marche. Et plusieurs produits sont disponibles pour détecter rapidement les virus comme le SARS-CoV-2. Donc l'avantage de ça, c'est que bon, on a une détection qui est par biologie moléculaire, mais on peut le faire juste sans avoir un appareil à PCR, des choses comme ça, avec un équipement qui est très très simple. Donc il y a une société française qui a développé des tests de dépistage basés sur cette technologie et on a un changement de couleur dans l'échantillon qui indique si notre virus est présent. Moins répandu que les tests antigéniques parce qu'en réalité leur sensibilité n'est pas vraiment meilleure que les tests antigéniques rapides. Ok, donc pour terminer cette partie sur les différentes techniques de quantification, je voulais vous proposer la question suivante. Donc imaginez que vous êtes dans une procédure de production d'un vaccin inactivé et donc votre procédure, votre procédure de production est comme ça. Donc j'ai un stock de virus, je vais l'amplifier pour avoir une grande quantité. Ensuite, je vais l'inactiver et je mets ça dans le flacon. C'est ça mon virus, mon vaccin plutôt. Alors, quel MOI il me faut pour cette étape d'amplification? Et je vais essayer d'activer la question cette fois-ci. Ok, là c'est commencé, normalement.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, jusque-là, réponse majoritaire, c'est 0,01, c'est ça. Vous avez raison. Ok, donc on veut amplifier le stock de virus, on veut le faire pousser. Donc il faut mettre peu de virus et beaucoup de cellules. Et comme ça, le virus, il pourra se répliquer et puis produire beaucoup plus que ce qu'on avait mis au départ. Donc j'ai fait ça moi-même juste ce lundi avec des trucs que je suis en train de faire au labo. Donc effectivement, j'ai visé une hémoïde entre 0,01 jusqu'à 1 sur 1000 en réalité pour euh, mettre mon stock en expansion. Alors la deuxième question, c'est après l'étape de purifique, de inactivation, qu'est-ce que je dois faire comme test? Et ça, c'est l'information essentielle pour répondre correctement à cette question. C'est ouvert, non? C'est pas ouvert? Ah! Attends, excuse-moi, attends, mais je devrais peut-être organiser mes animations. Les clics là, ça marche pas bien. Ok, ça change, ça change. Oula. Ok, c'est ça les réponses. Waouh. Ok, c'est ça qui était envoyé. La plupart des gens disent, voilà, ok, il y a un TCD 50 dans l'eau, mais avec soit une PFU, soit un QPCR. Alors, on veut détecter les, oui, oui, je vais vous dire, la bonne réponse était B. C'était pas C, c'était pas D. Parce que on veut vérifier que les protéines virales sont présentes et que les particules virales infectieuses sont absentes. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui mesure la présence de protéines virales et qu'est-ce qui mesure la présence de particules virales infectieuses? QPCR, ni l'un ni l'autre.
peut avoir un résultat qPCR positif et j'ai plus de particules virales infectieuses. Et il ne mesure pas non plus les protéines. La seule chose qui mesure des protéines virales dans l'eau, c'est l'ELISA. Et donc, c'est l'ELISA qui va me permettre de détecter les protéines virales et les quantifier. Et le TCD50 va permettre de détecter les particules virales infectieuses. Donc, j'aurai un produit qui contient tant de microgrammes par ml de protéines virales et 0 particules virales infectieuses. Donc ça, c'est donc le vaccin anti-poliomyélitique injectable, c'est fabriqué comme ça. On purifie le virus, on l'inactive au formol, et c'est ça que l'on a tous reçu. OK. Donc, ça, c'est le résumé de ce qu'il faut savoir sur les différentes techniques de détection et de quantification. Donc, si vous avez les unités, vous devez être capable de dire quelle technique a été utilisée pour obtenir ce résultat. Et pareil, si je vous demande, Nelisa, ça va me donner quelle mesure en quelle unité, vous devez être capable de me dire, OK, une technique qualitative immunochimique va me donner une détection de protéines virales avec un résultat en picogrammes ou nanogrammes par ml. Alors, en termes de compromis entre rapidité et sensibilité, c'est clairement la biologie moléculaire de la PCR qui est la plus sensible, le plus spécifique et relativement rapide. Les techniques immunochimiques, surtout leur grand avantage, c'est la rapidité et très bonne spécificité. Les techniques en culture cell, c'est les plus lents, c'est les moins sensibles, mais ce sont les seules techniques qui peuvent réellement nous indiquer combien j'ai de particules virales infectieuses dans l'échantillon. C'est la raison pour laquelle elles sont toujours importantes. Mais pour une utilisation en clinique, en laboratoire d'analyse, ça c'est inutile, ça. C'est bon, c'est important pour les laboratoires de recherche ou pour les laboratoires de production de tel ou tel quelque chose, mais pour des laboratoires de biologie médicale, c'est inutile, trop lent, pas assez spécifique. Ok, donc on a la fin de la deuxième créneau, on va avoir la fin du premier cours. Donc, dernière technique en virologie super importante, c'est la génétique inverse. Alors, pour comprendre ce que c'est que la génétique inverse, il faut comprendre ce que c'était ou ce que c'est la génétique classique. La génétique classique, c'est lorsqu'on avait un panel de virus mutants et on observait que l'un de nos virus mutants avait un phénotype intéressant. Et à partir de ce moment-là, on essaye de comprendre et identifier le gène qui était responsable de ce phénotype. Donc ça existe encore comme approche parce que si j'ai par exemple une souche mutante de virus H5N1 de la grippe aviaire qui acquiert la capacité d'infecter les êtres humains et de se transmettre de façon efficace d'un humain à un autre, ça c'est un phénotype intéressant. Et on voudrait bien savoir quel gène est responsable de cet effet-là. Mais la génétique inverse, c'est qu'on commence avec les génomes de virus et on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va induire les mutants dans tous les gènes ou dans le gène à différents endroits et ensuite on va analyser le phénotype qui en résulte. Et souvent les deux choses vont ensemble. On va commencer par une approche génétique classique et ça va nous permettre de déterminer une corrélation entre chaque fois que je vois ce phénotype-là, je vois que tous les virus portent une mutation dans mon gène D.
Si je veux valider cette corrélation, je peux faire une approche génétique inverse. Je prends mon génome, je mute le gène D et je dois obtenir le même phénotype. Donc, c'est une approche expérimentale très, très importante. Donc, si on veut faire ça, il faut être capable de passer du génome du virus à un virus infectieux. Et donc, pour les virus à ADN et les rétrovirus, c'est relativement simple parce que le génome du virus, en gros, c'est de l'ADN double brin dans beaucoup de cas. Donc, si j'ai mon génome viral cloné dans un plasmide, je peux transfecter ce plasmide dans des cellules et je peux espérer que les gènes qui sont sur mon plasmide vont permettre la production de nouvelles particules virales que je peux ensuite analyser. Donc, des fois, il faut linéariser et transfecter, et puis ça peut marcher. Pour les virus ARN brin plus, ça aussi, c'est relativement simple dans beaucoup de cas. Donc, je peux cloner tout mon génome viral dans un plasmide, le transcrire in vitro pour avoir un ARN viral, et je transfecte ça dans mes cellules. Et puisque chez les virus ARN brin plus, le génome code directement pour les protéines, je peux espérer que mes cellules transfectées se mettent à produire un virus. Alors, comme je disais, la génétique inverse, il est extrêmement utile et nécessaire pour confirmer des corrélations que l'on a observées chez les souches de virus qui circulent. Donc ici, par exemple, c'était une question qu'on se posait. La souche Omicron de SARS-CoV-2 avait clairement un avantage sélectif comparé à la souche alpha qu'elle a remplacée. Et en fait, elle a plein de variantes de différentes dans son génome par rapport à la souche alpha. Donc, beaucoup de mutations dans la protéine S et d'autres mutations ailleurs dans le génome. Donc, deux questions là. Que veut dire avantage sélectif dans ce contexte? Et comment on va déterminer si c'est des mutations dans S ou celles dans une autre protéine virale qui sont responsables du phénotype? Je ne sais pas si je vais vous laisser cette question-là ou on revient vendredi. On commence avec ça avec vendredi. Ok, gardez ça en tête. Mais je vais quand même utiliser les 15 dernières minutes pour démarrer le CM2. Ou le 14 dernières minutes, ok? Oui. Comment ça? Je respecte le créneau, c'est tout. Ok, donc après cette longue introduction sur les techniques en virologie et la structure des particules virales et tout ça, on va, pour les 3 ou 4 prochains CM, analyser ou étudier différentes étapes dans le cycle de réplication virale. Donc le cycle de réplication virale, je vous rappelle, pour n'importe quel virus, peut être découpé en différentes étapes. Ça commence par l'attachement d'un virus sur la cellule hôte, ensuite l'entrée et la décapsidation, c'est-à-dire la libération du génome viral à partir de la particule virale, dans la cellule infectée. À partir de ce moment-là, le génome doit se répliquer et les gènes viraux doivent être exprimés. À la fin, ou après, lorsqu'on a une tonne de copies de génome du virus et une tonne de copies de protéines virales, ces différentes sous-unités sont assemblées pour former de nouvelles particules virales qui doivent être libérées. D'accord? Donc, n'importe quel virus doit accomplir l'ensemble de ces étapes à chaque fois qu'il se réplique chez la cellule hôte. Et donc, pour les 10 prochaines minutes, on va faire tout le CM2 pour comprendre tout sur l'attachement et l'entrée. Donc, les premières étapes. Donc, l'attachement est une interaction spécifique entre
une glycoprotéine ou une protéine virale et un récepteur sur la cellule hôte. Donc, ces interactions, curieusement, sont souvent de relativement faible affinité, mais vu qu'on a plusieurs copies de la glycoprotéine ou de la protéine d'attachement sur une particule virale, on a plusieurs interactions sur la même particule, ce qui fait que on a une avidité qui est relativement forte. D'accord? Alors, pour les virus enveloppés, ce sont les glycoprotéines d'enveloppe ou certaines des glycoprotéines d'enveloppe qui sont les glycoprotéines d'attachement. Pour les virus non enveloppés, ça va être une ou plusieurs protéines de capside qui effectuent cette fonction d'attachement. Et donc, j'ai illustré ici quelques exemples de glycoprotéines d'attachement et leurs récepteurs. Donc, pour le VIH, VIH1, c'est le GP120 qui va se fixer spécifiquement sur le récepteur CD4. Pour le SARS-CoV-2, c'est la glycoprotéine de spike, le domaine S1, qui se fixe sur le récepteur AS2. Pour les Picornaviridae, comme le poliovirus ou les écovirus, c'est 3 protéines de capsides différentes qui vont... donc, il faut imaginer que j'ai 3 protéines qui sont proches sur la capside. Et c'est l'interface entre ces 3 protéines qui va former le site d'attachement sur le récepteur. D'accord? Donc, ce n'est pas une seule protéine, c'est l'ensemble sur la surface de la particule virale qui forme le site d'attachement. Donc, souvent, les récepteurs cellulaires, ce sont des protéines membranaires, mais ce n'est pas toujours des protéines. Souvent, ce sont des glycanes qui sont les récepteurs pour les virus. Donc, pour le virus de la grippe, par exemple, ce sont des glycanes avec un acide sialique qui sont les récepteurs d'attachement. Alors, la nature de récepteur, c'est quelque chose de très important pour le tropisme du virus. Le tropisme, ça veut dire quel type cellulaire sera infecté par le virus et quelle espèce pourra être infectée par le virus. Donc, et ça explique pourquoi le VIH provoque une immunodéficience, parce qu'il va se fixer sur le récepteur CD4 et il va éliminer tous les lymphocytes T CD4 positifs. Pourquoi le SARS-CoV-2 va nous donner une infection respiratoire? Parce que son récepteur est exprimé sur des cellules épithéliales. Pourquoi il peut donner d'autres symptômes systémiques? En fait, c'est le récepteur est aussi présent chez d'autres cellules. Donc, c'est un peu la même chose pour le virus de la poliomyélite. À la base, c'est un virus entérique qui va nous infecter par voie orale, qui se réplique dans les cellules épithéliales de l'intestin. Mais manque de bol, le récepteur qu'il utilise pour son entrée infectieuse est également exprimé par les neurones. Et c'est ça qui est responsable du neurotropisme du virus de la poliomyélite, qui est responsable de la pathologie majeure associée à ce virus. D'accord? Donc, l'interaction virus-récepteur, c'est quelque chose d'important pour le tropisme et la pathologie des infections virales. Alors, il y a quand même des exceptions parce qu'il y a des virus comme le virus de la grippe qui vont utiliser des récepteurs qui sont largement répandus, mais la plupart du temps, le virus de la grippe ne va pas infecter tous les tissus de notre corps. La plupart des infections grippales restent associées à l'épithélium respiratoire. Donc, le récepteur, c'est un facteur important dans le tropisme à la pathologie, mais ce n'est pas le seul facteur en jeu. Alors, là, on est encore dans un... Ouais, je vais vous raconter ça et puis après, j'arrête. Donc, on est encore un petit peu dans les techniques. Donc ça, on a des listings, telle chose, c'est le récepteur pour tel virus. Mais comment on sait ça? D'accord? Donc on a historiquement 3 approches. Il y avait d'abord l'approche un peu biochimique. Et on peut traiter des cellules susceptibles avec
des protéases ou des glycosidases pour analyser l'attachement et l'infection des cellules par le virus. Donc ça nous donne une indication, est-ce que mon récepteur est protéique ou glycanique? Ensuite, une autre approche qui était utile des fois, c'est d'isoler des anticorps qui sont spécifiques de quelque chose sur la cellule hôte et qui bloquent l'entrée du virus. Et dans ce cas-là, si on a un anticorps monoclonal comme ça, bon, on peut essayer d'identifier l'antigène qui est reconnu par cet anticorps. Et la troisième approche, qui était peut-être encore la plus puissante, c'est qu'il faut identifier une lignée cellulaire qui est permissive, mais non susceptible. Alors, ces deux termes-là sont importants. Une cellule susceptible supporte l'attachement et l'entrée d'un virus. Une cellule permissive est capable de supporter la réplication du virus dès qu'il rentre. Et donc, pour avoir un cycle de réplication complète, les cellules doivent être susceptibles et permissives. Donc, si j'ai une lignée cellulaire qui est permissive, mais non susceptible, ça veut dire que le virus ne peut pas vraiment rentrer dans cette cellule. Et donc, peut-être cette cellule-là manque le récepteur ou un cofacteur qui est nécessaire pour l'entrée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est historiquement cribler les banques d'ADN-C pour identifier le gène qui est présente ou qui est absente chez la lignée non susceptible. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que si on a une lignée susceptible, on peut faire un crible CRISPR-Cas9. Est-ce que vous avez vu ça en Béomol? C'est un moyen de générer tout un tas de mutants ce que l'on veut. Donc avec ça, on peut générer une banque de mutantes où on va muter tous les gènes dans le génome humain. Et ce qu'on veut faire, c'est obtenir une lignée qui devient non infectable par le virus. Et ensuite, on va voir quel gène était bloqué dans notre truc CRISPR-Cas9. Et donc, j'ai pas pu résister de vous mettre un peu quelques résultats de notre labo. Donc, nous, on s'intéresse à un petit virus qui s'appelle le polyomévirus BK. Et donc, ça, c'est une manip où on regarde, par exemple, le virus sauvage. Lorsqu'il infecte des cellules, si je traite avec la neuraminidase qui digère l'acide sialique à la surface des cellules, je vois que, en fait, je peux inhiber l'infection et j'inhibe l'attachement de mes particules virales sur les cellules. Donc, l'attachement et l'entrée étaient dépendants de l'acide sialique. Mais on a quelques variantes qu'on observe chez les patients, par exemple le NQ là. Lorsque je traite avec la neuraminidase, ça ne change pas. J'ai toujours de l'infectivité et j'ai toujours l'attachement. Donc, on avait un autre récepteur qui est utilisé par cette souche du virus qui était observée chez un greffé de rein. Donc, depuis, on a identifié ce que c'est. Donc là, j'ai envoyé mon abstract aux journées francophones de virologie à Lyon pour raconter ce que c'est le récepteur de cette variante. Donc, sur ça, je vais vous laisser un dernier message. Donc, ça, c'est dans le CR2TI où je bosse. Et le 11 février, c'est la journée de visite des laboratoires, n'est-ce pas? Donc, sur l'IRS 1, sur le site du CHU, on sera là à vous accueillir, on fera un plaisir de vous faire la visite du labo. On a des projets principalement en immunologie, aussi en développement, biologie de développement, et un petit peu en biologie de l'infection, avec des équipes qui bossent sur les infections respiratoires dans les urgences et pathologie, les pneumopathies bactériennes. Et aussi, nous, on a un petit truc virus de recherche sur les polyomévirus. Donc, on veut vous voir tous là au CR2TI le 11 février.